Je suis Gonnet Guenby, je suis vice-président en charge du numérique à la région Bretagne et c'est avec plaisir que je vous accueille. Alors je sais que vous avez déjà passé toute une belle journée ensoleillée dans des locaux enfermés et vous allez passer toute une partie de votre soirée encore dans ces locaux magnifiques du Quartz. Je voudrais, avant de vous expliquer un peu pourquoi la région Bretagne soutient une telle initiative, remercier les équipes d'organisateurs, que ce soit l'équipe autour de Thomas de la région Bretagne ou l'équipe de FING. C'est leur mobilisation aussi qui fait que de tels événements sont des réussites, et quand on voit votre assemblée, c'en est une, évidemment. Alors c'est une première pour moi puisque je suis nouvellement élu en charge des questions numériques à la région Bretagne, et dans un premier temps, quand on vous explique le carrefour des possibles, qu'il faut venir inaugurer, dire deux mots sur cette manifestation, vous ne voyez pas tout de suite la relation entre le numérique, ce que on vous demande, et ça demande un peu de travail. Et quand on se plonge dans ce dossier, d'un seul coup, on voit tous les potentiels que déclenche une volonté de travailler ensemble dans un cadre collaboratif. Alors c'est devenu un moment important, puisque ce n'est pas la première opération menée en Bretagne autour de cette question. C'est un espace de rencontre, mais c'est aussi une démarche toute particulière qui fait l'intérêt en Bretagne de cette manifestation. Ce n'est pas un concours, j'ai bien compris, ce n'est pas une compétition non plus entre les différents porteurs de projets. On n'essaye pas d'écraser son partenaire, adversaire, voisin, on essaye plutôt de collaborer, comprendre, rassembler les énergies, et on essaye de construire. Et on construit un palmarès ensemble. Et c'est ça que j'ai bien compris dans la démarche enclenchée par l'équipe d'organisation, c'est qu'il y a un projet, il y a une idée, et on essaye de la faire grandir dans des briefs, en évoluant, en discutant et dialoguant avec les autres compétiteurs. Et ça, c'est excessivement important dans l'état d'esprit, dans ce que nous voulons aussi construire comme société, mais ce que nous voulons aussi pour la Bretagne. Parce que la région Bretagne, la collectivité région Bretagne, a défini depuis quelques mois maintenant une stratégie que nous appelons Bretagne numérique. Et la Carrefour des possibles s'inscrit pleinement dans cette stratégie de Bretagne numérique. Tout d'abord parce que vous montrez les nouveaux usages, les réseaux de demain. Et cette soirée, ça va vous permettre de découvrir les nouveautés, ce qui fera peut-être l'excellence des nouveaux produits, des nouveaux usages, un nouveau Twitter, un nouveau site qui permettra de révolutionner les relations entre les différents usagers. Mais c'est aussi après, ça j'ai bien compris, c'est autour du verre, autour des petits fours, où on discute, on dialogue, parce que lorsque vous aurez vu la présentation, quelque chose va se créer. Les gens dans la salle vont être intéressés, vont dire « je voudrais aller plus loin, je voudrais collaborer ». Et c'est comme ça aussi que naissent les bonnes idées, et derrière, parfois, des réussites industrielles. Et s'il n'y a pas ce petit élément, cette volonté de travailler ensemble, on n'a pas toujours les bonnes adresses, on n'a pas toujours les échecs des uns et des autres qui vous permettent d'éviter de les reproduire et donc de gagner du temps. Mais ça vous permet aussi parfois de trouver des partenaires financiers qui font qu'une idée devient un projet concret. Et c'est le sens que nous, on veut donner à la Bretagne numérique. C'est quelque chose qui valorise évidemment l'innovation intellectuelle, vos projets, qui derrière deviennent aussi l'innovation industrielle. C'est aussi un moment, le carrefour des possibles, où on met en avant l'innovation, mais pas l'innovation technologique ou technique comme on a l'habitude de faire en Bretagne, notamment quand on est une terre historique des télécoms, où on trouve la nouvelle découverte, la nouvelle fibre, la nouvelle puce qui va nous permettre de gagner des parts de marché. C'est pas ça. Vous, c'est des idées qui vont demain faire de la valeur pour la communauté, évidemment du net, mais derrière la communauté humaine. Et ce qui est tout aussi intéressant dans votre démarche, et ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce n'est pas simplement une recherche du développement économique. Il n'y a pas simplement des chefs d'entreprise qui sont dans cette salle et qui sont venus candidater. Il y a des gens de la société civile, des collectivités locales, mais aussi des gens qui ne sont pas des professionnels, des associations, des particuliers. Et ça, c'est ce qui permet aussi de montrer toute la richesse de ce que pourrait être une société numérique. Mais le carrefour des possibles, c'est aussi pour la société numérique que vous faites, que vous créez au quotidien, permettre de communiquer avec les autres. Parce que parfois, le monde du numérique est un peu fermé aux autres, non pas par la volonté des acteurs du numérique, mais par
l'incompréhension ou le refus de comprendre de l'opinion publique de ce que pourrait être cette nouvelle société, ces nouveaux espaces de développement. Et c'est très important de pouvoir communiquer, d'expliquer ce que vous faites, ce que vous créez au quotidien. Parce que derrière, pour nous, collectivités locales, il y a des euros qu'il faut mettre parfois derrière des projets qui émanent de réflexions ou de projets que vous avez portés lors d'un rassemblement comme le Carrefour des possibles. Et ça veut dire que derrière, il faut justifier devant l'opinion publique pourquoi la collectivité locale ou l'État doit mettre de l'argent public pour aider l'émergence d'une idée. Donc communiquer toujours plus, parce que vous êtes dans un espace de communication. C'est intrinsèquement la question du numérique et de la société des nouvelles technologies, mais faites des efforts en plus. Nous, collectivités locales, nous devons vous aider à faire que ça se diffuse complètement dans la société. Et c'est l'intérêt pour nous d'être ici votre partenaire sur le Carrefour des possibles, parce que nous pensons que c'est un élément fondamental de déploiement de cette nouvelle société. Alors, cette année encore, vous pourrez échanger les lauréats, trouver des partenaires, les bonnes adresses pour passer du projet au réel, en espérant qu'un certain nombre d'entre vous connaîtront le succès et passeront ensuite la phase de l'industrialisation ou de la commercialisation. Vous créez un écosystème, vous le faites une année à Rennes, l'année d'après à Brest. N'imaginez pas qu'il n'y a pas d'autres lieux de création en Bretagne concernant les nouvelles technologies. Regardez de temps en temps à Lannion, il y a peut-être des choses aussi à voir. La Bretagne est un tout du numérique, c'est ce que nous devons faire, parce que surtout ce qu'il faut réussir à faire par le biais de la société que vous essayez de construire les questions numériques, c'est que le jeu, le moi-je, la première personne du singulier qui se conjugue à tous les temps dans notre société aujourd'hui, il faut qu'on arrive à passer à la première personne du pluriel. C'est le moi-je doit devenir le nous. Et votre initiative aujourd'hui, c'est ça. C'est le je devient le nous. Et bien, si c'était la seule bonne raison de venir ici, ça valait le coup. Merci. Bonsoir à tous. En tant que co-organisateur, on m'accorde généreusement un petit peu de temps de parole à l'antenne, et c'est toujours assez sympathique. Et durant ce temps de parole, je redis quasiment toujours les mêmes choses, de manière différente, mais on va retrouver à peu près les mêmes choses. Ce qui ne change pas dans le Carrefour, c'est le caractère inédit. Le Carrefour, c'est inédit parce que c'est régulier. C'est un peu comme ces émissions de télé qu'on a plaisir à revoir. C'est inédit par son ampleur. Le Carrefour des possibles en Bretagne depuis 2005, c'est 130 projets qui ont été détectés. Et des projets dans tous les domaines, ça ne se trouve pas dans les prés, dans les champs. Quelquefois, il faut creuser un peu, et ce n'est pas toujours facile. Donc j'en profite pour remercier le comité de repérage qui travaille dans l'ombre. Je ne les citerai pas tous, mais les têtes chercheuses font partie d'institutions qu'on connaît bien, les Open Coffee Rennes-Brest, bien sûr, les BMO, la ville de Rennes, la FATE. Et puis, c'est inédit aussi par sa capacité à mobiliser différentes populations. On trouve en Bretagne des rassemblements d'industriels, par le biais des pôles ou par le biais de la MEITO, par exemple. On trouve des rassemblements de collectivités et de chercheurs. Le Forum des usages coopératifs et les zététiques sont le plus bel exemple, je pense, qui est d'ampleur nationale. Mais des événements qui réunissent à la fois des artistes, des associations, des chercheurs, des entreprises et des collectivités, je crois qu'il n'en existe pas beaucoup. Et je crois que le Carrefour, c'est le lieu et le moment pour réunir tout le monde. Et c'est autant d'opportunités de faire des étincelles, de collecter des synapses entre elles, et en espérant derrière, puisque c'est la vocation du Carrefour, que ça fasse des projets et donc du développement économique. Voilà, on trouve donc dans le Carrefour les germes de ce qui se passe en ce moment et qui fleurit un peu partout, c'est-à-dire les cantines. Et on trouverait tout à fait normal que les Carrefours des possibles trouvent leur place sous une forme peut-être différente au sein des cantines qui vont fleurir ici ou là en Bretagne. Voilà, alors quant à moi, j'espère
vous retrouvez l'année prochaine à Rennes pour le prochain Carrefour des possibles et je vous redirai probablement toujours les mêmes choses. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on fête, enfin cette année, on fête les 10 ans de la FING. Donc, je voulais vous faire un petit parcours très rapide d'où on est parti en 2000 et en 2002 avec les Carrefours. Ça a commencé par des travaux, des groupes de travail, notamment sur le domaine de l'éducation. Les Carrefours des possibles sont nés en 2002. Comme on dit souvent, pas dans un garage mais dans un grenier. C'était le 5e étage de l'ENSI, école de design. On a continué à publier et notamment Jean-Michel Cornu, ici présent, a fait son premier tome sur les technologies. L'année suivante, on a commencé à s'impliquer pas mal sur les questions de mobilité avec la fête de la mobilité, l'université de printemps qui a démarré aussi, et puis Internet Actu qui a été le fruit de la fusion de la lettre de la FING et du titre Internet Actu de l'INIST, donc lettre de veille historique du CNRS. Et puis, on a, sur les problématiques de distribution de contenu, on a été amené à porter notre pierre pour apporter un regard décalé, original, peut-être à contre-courant. Mobilité.net, ça a été un ouvrage très important dans la vie de la FING, parce que c'est un ouvrage à 50 auteurs qui montrait vraiment comment les travaux qu'on peut mener au sein de l'association sont collectifs et permettent de croiser des regards d'acteurs d'univers très différents. En 2005, naît le réseau correspondant.org, dont de dignes représentants sont présents ici, notamment du continent africain et de l'Afrique francophone. Les Mobile Monday qu'on a initiés après la fête de la mobilité en relation avec Silicon Sentier, l'animateur de la cantine à Paris, et qui est un rendez-vous des acteurs de la mobilité, et Sinum avec la région Aquitaine sur un peu une approche prospective sur la société, la civilisation numérique. Autre épisode important, musique et numérique, puisque là aussi, en mettant autour de la table des gens qui d'habitude, par médias interposés, étaient plutôt dans l'affrontement, imaginer le futur ensemble et sortir par le haut d'un sujet où finalement on était plutôt en train de défendre ces précarés, et ouvrage qui, au travers de nombreuses propositions, alimente l'imagination des projets de nombreuses équipes encore actuellement. Et puis coopération aussi avec Orange sur le machine to machine, et c'est en l'année 2007 justement une nouvelle dimension après les adhérents, l'arrivée de grands partenaires qui ont permis de passer une échelle et de lancer des programmes d'action, en l'occurrence Ville 2.0. Et puis d'autres travaux, notamment celui dirigé par Stéphane Vincent sur les territoires en relation avec l'Association des régions de France. En 2008, une première édition de Cultivons l'innovation, qui était pour fêter le 500e projet présenté dans les Carrefours et le 300e en Île-de-France, que vous retrouvez en ligne. L'ouvrage prospectif et didactique de Jean-Michel sur la convergence entre nano, biotech, sciences cognitives et information. Le démarrage de 2 projets, Identité active et Plus longue la vie. À noter aussi que 27e région, qui est incubée par la FING et qui est un projet porté par l'ARF, Association des régions de France, a commencé son laboratoire d'innovation publique avec des résidences dans des territoires.
Voilà. Eh bien, l'année dernière, on avait aussi le plaisir d'organiser avec nos fidèles partenaires de la NPE du Mali le premier forum Innova Africa à Bamako, qui va donner lieu à une deuxième édition cette année et une première édition africaine du Carrefour des possibles. On en est très heureux. Un carrefour à Marseille qui a été un peu d'un nouveau genre et qui a donné lieu à la deuxième édition du Cultivons l'innovation, où là vous pourrez découvrir des portraits d'innovateurs. La montre verte, je n'en parle pas parce que les médias s'en sont abreuvés sur comment capter la pollution en mobilité. Et puis la première rencontre Lift, qui était une coopération avec les fondateurs genevois de cette rencontre internationale qu'on retrouve à Marseille. Voilà, donc après ces 10 ans, on a finalement trois pôles qui se définissent en termes de laboratoire d'idées, de dispositifs d'innovation ouverte et de projets innovants. Donc vous l'aurez compris, le Carrefour se situe dans cette troisième partie, et avec une configuration qui est assez cohérente, où on retrouve des projets dont vous avez peut-être entendu parler ces jours-ci, On se débrouille, les Fab Labs, mais également les dimensions innovation démocratique. On est en train de travailler avec des départements franciliens, et Habitants connectés, qui est un nouveau projet qui fait suite, mais différemment, au projet Plus longue la vie. Voilà. Ça, c'est la semaine prochaine, hein, donc après Brest, pourquoi pas Marseille. Vous êtes les bienvenus. Et maintenant, laissons la place à quelques coups de projecteur. Oui, bonjour à tous. Donc Thomas Renaud du Conseil régional. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il fait très chaud que tu as mis ta chemise d'Afrique du Sud, Denis, mais d'Afrique. Oui, traditionnellement, alors comme il fait chaud, on va se dépêcher. Traditionnellement, on a tout de même quelques initiatives intéressantes qu'on souhaite mettre en valeur. N'est-ce pas, Pierre? Mais tout à fait, Thomas. La première initiative, c'est une initiative que nous avions déjà présentée. Il était tellement sympathique et tellement bon que nous la représentons cette fois-ci en coup de projecteur. Canopédia, conseil et solutions éco-citoyennes. Sylvain Blond va nous montrer quel est l'avancement de son projet. Bonjour. Oui, alors en fait, on s'est mis face à la question comment agir au quotidien en ayant l'impact le plus positif possible pour l'homme et l'environnement. On s'est dit que c'était pas forcément facile de répondre à cette question et on a envie de créer un outil qui permette de répertorier toutes les solutions possibles, voilà, afin d'en faciliter la recherche, de pouvoir les comparer, ensuite de pouvoir choisir celles qui nous correspondent le mieux. D'où l'idée donc de Canopédia, l'inventaire collaboratif des pratiques écologiques et citoyennes. Ah, ouais, c'est peut-être pas le bon PowerPoint, mais c'était sur l'autre ordi. Bon. Alors, du coup, ça s'affiche tout d'un coup, donc ça devait être progressif. En fait, Canopédia s'articule autour de deux grands principes. Le premier, c'est que c'est une information qui est classée en 18 grandes thématiques de besoins qu'on retrouvait normalement sur la colonne de droite. Et en fait, donc, c'est une information qui est classée de manière arborescente. On va partir d'une information qui est générale vers une information de plus en plus précise. Donc 18 thématiques de besoins, se nourrir, se loger, se soigner, etc. Et si par exemple on explore se nourrir, on arrive à des choses un peu plus précises sur par exemple les fruits et légumes, sur les viandes, jusqu'à des choses vraiment précises, par exemple un fruit en particulier. À chaque rubrique correspond un certain nombre de solutions qui sont classées par ordre d'impact écologique. Voilà. Et ensuite, à chaque fois, une fiche pratique qui rassemble un certain nombre d'éléments. Et donc ça, c'est le deuxième principe, c'est qu'en fait, on a une information qui est en fait uniquement sous forme de listing synthétique. Donc en fait, c'est à chaque fois une phrase ou deux qui explique donc des astuces et conseils pour économiser de l'énergie, par exemple, pour choisir tel ou tel produit, etc.
Comme l'information est synthétique, on a ensuite un autre listing qui est les liens et références. En fait, on va plutôt renvoyer vers des sites qui, eux, expliquent déjà une technique, par exemple, qu'on aura référencée, ou des livres. Et ensuite, on met en lien avec une information locale. L'idée, c'est de répertorier les acteurs locaux qui peuvent nous aider dans une démarche par rapport à la thématique de la rubrique. Ou alors des entreprises qui proposent un produit écologique, des choses comme ça. Et ensuite, d'apporter des conseils qui, eux, sont plus spécifiques à une région en particulier. Par exemple, dans la thématique de l'habitat, par exemple, c'est évident que dans le nord ou dans le sud, on ne va pas apporter les mêmes conseils. Donc Canopedia est un outil collaboratif. Tout le monde peut se créer un compte et ensuite ajouter ses propres astuces et conseils, rubriques thématiques. Assez facilement. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation, puis je vous invite à venir nous voir tout à l'heure si vous voulez de plus amples informations. Merci beaucoup. Je crois que l'ouverture du site, oui, vous pouvez applaudir. L'inauguration a lieu en avant-première hier, je crois, pendant le forum des usages. Oui, c'est ça. En fait, c'est tout nouveau. Donc, c'est vrai que je vous invite à venir enrichir la communauté d'utilisateurs. On a lancé hier, effectivement. Merci beaucoup. Vous avez entendu tout à l'heure, lorsque vous êtes peut-être arrivé dans la salle, une ambiance musicale. Donc, je vais appeler Aurore Trofiguet pour qu'elle nous présente son projet de web radio collaborative. Autre information, je ne sais pas si Denis en a parlé tout à l'heure, on travaille en partenariat avec Saouti qui a été présenté en Carrefour des Possibles l'année dernière, et il y a une web radio de l'innovation qui a été créée sur Lannion il y a quelques temps, et on a pu aujourd'hui faire une émission où un certain nombre de porteurs de projets ont pu parler de leur parcours. N'hésitez pas à aller sur NewWiz, la radio, la Wiki Radio. Donc je vais laisser la parole à Aurore Trofiguet. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter donc rapidement la web radio Ousopo qui parlera d'elle-même, et mieux que moi d'ailleurs, puisque c'est un site sonore que je vous inviterai chaleureusement à aller visiter quand vous aurez un moment. Ousopo est une web radio, une banque de données sonores qui est issue de l'association Longueur d'onde, qui organise depuis 7 ans maintenant le Festival de la radio et de l'écoute de Brest, donc à l'origine une association qui n'œuvrait pas dans le champ des nouvelles technologies. Et très vite, lors de ce festival qui cherchait à mettre en valeur la création radiophonique contemporaine, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un outil multimédia qui prolonge l'expérience du festival et permette aux internautes, à nos festivaliers qui viennent de très loin, à ceux qui ne peuvent pas venir, de se connecter. Donc c'est ainsi qu'est né Ousopo, ouvroir de sonorité potentielle, avec un petit clin d'œil à l'Oulipo, pour faire place à des sons, des créations sonores de tous horizons. Et très vite, en fait, la web radio s'est émancipée du projet initial de festival pour avoir son existence propre. Elle accueille désormais des sons de personnes qui créent, que ce soit des étudiants en son, des créateurs indépendants, des gens de radio associative, et qui n'ont pas forcément de place sur les radios hertziennes et qui peuvent déposer leurs sons sur Ousopo. Alors, Ousopo existe, est un outil collaboratif, comme je vous le disais. Chacun peut proposer des sons. Il y a quand même un comité éditorial qui valide les propositions selon leur intérêt. Et elle existe donc grâce au soutien de la ville de Brest qui, lors d'un appel à projet multimédia en 2006, nous a permis de créer la première interface, qui a quand même évolué depuis dans le bon sens, je dirais. Donc voilà, vous retrouvez... il s'agit en tout cas d'une organisation volontairement aléatoire, d'un abécédaire sonore qui permet à l'internaute de naviguer un peu au petit bonheur la chance et d'aller découvrir des sons en poussant la porte virtuelle d'une lettre. Après, lorsqu'on connaît mieux le site, il y a d'autres fonctions. Évidemment, on peut rechercher un auteur en particulier, un thème, il y a une classification des sons par genre. Mais si l'on cherche plutôt de manière aléatoire à écouter des sons, il suffit de se laisser tenter par des titres, comme par exemple La Poule,
si elle veut bien sortir. Et sachant qu'il y a des nouvelles mises en ligne tous les 15 jours, il y a une newsletter si vous voulez vous abonner. Là encore, vous êtes les bienvenus. On va peut-être écouter quelques premières modulations. Ça fonctionne toujours très bien à la répétition, un peu moins bien en vrai. On a entendu des sons tout à l'heure. Oui, très bien. Mais heureusement, il y en a eu au début. C'est bon. Je pense que je trouverai pas la table. En fait, là, il s'agit d'un documentaire, par exemple, d'un collectif sonore qui produit des choses très, très abouties, mais pas forcément pour la radio, et qui a trouvé dans le web un moyen de s'exprimer, qui nous a confié plusieurs de ses sons. Là, il s'agit d'une expérience d'une poule qui est vivante au début et en train de cuire à la fin. Donc, voilà, vous retrouvez l'ambiance de la ferme. Enfin voilà, Ousopo, c'est ça, c'est un mélange de sons de tous horizons. Il y a des choses, il y a des documentaires, donc des narrations, des fictions, des pièces plus bruitistes, collages de sons, qui reprend un petit peu l'origine du festival, c'est-à-dire faire connaître la création radiophonique sous toutes ses formes. Et donc, dernière chose à vous préciser, tout cela est disponible à l'écoute, téléchargeable, puisque les auteurs qui nous confient leurs sons le déposent sous licence Creative Commons, sans quoi une telle web radio ne pourrait exister. Merci beaucoup. Merci Aurore. On va laisser la poule mijoter un petit peu. Et si Denis m'y autorise, à moins qu'il veuille faire peut-être un bref rappel. Voilà, très rapidement, parce que vous commencez à connaître ce schéma, un bon nombre d'entre vous, je pense, que ce soir, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Avant, il y a eu tout un processus. Thomas et Pierre remerciaient le comité de repérage qui est finalement à l'origine de tous les projets que vous allez découvrir ce soir dans ce repérage. Et donc, on a travaillé à Brest et à Rennes pendant 2 demi-journées très intenses avec tous les candidats, plus d'une vingtaine, pour justement dialoguer, échanger, connecter. Et c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt du processus. Et puis, les cantines, nous, par exemple, dans différentes régions, on commence à faire des cafés Carrefour avec des open cafés dans des cantines. Et donc, on sera très heureux, je pense, de continuer de cette façon. Voilà. Ça, c'est pour vous dire où on est actuellement. Le sujet avance aussi en Haute-Normandie. On devrait faire quelque chose à Rouen. Et puis, en Bourgogne, ça commence à remuer. Voilà, un petit coup de chapeau parce qu'après ces 8 ans, ce sont là tous des coordinateurs régionaux. Le Carrefour, c'est vraiment un réseau de personnes qui sont impliquées. Ce n'est qu'un petit extrait des participants. Aujourd'hui, c'est peut-être près d'une quarantaine de personnes qui ont été vraiment les artisans des Carrefours en montant ces processus tout au long de l'année. Et je souhaite qu'on les applaudisse. Et notamment Pierre, Thomas, et également Élodie, qui est la Benjamine du Carrefour en Bretagne cette année. Bravo. Merci Denis. Nous allons passer maintenant à la découverte des 10 usages innovants. Donc chacun aura 6 minutes pour présenter son projet, sans question, et ensuite vous aurez tout le loisir de les interroger. Le premier de la liste, je vais lui demander de s'avancer. C'est un récidiviste lui aussi. Il a plein de projets. Et le projet qu'il nous présente aujourd'hui nous parle de Diaspora, le Diaspora Box. Ça fait très télécom. Diaspora Box, où utilisons la diaspora bretonne pour créer les succès Internet de demain. Bonsoir à tous. Merci Pierre pour la présentation. Donc j'ai 5-6 minutes pour vous convaincre effectivement d'utiliser la diaspora bretonne pour créer donc les succès Internet de demain. Donc tout d'abord une petite présentation express. On va dire je suis en quelque sorte l'archétype de la génération Y.
Je suis du coup donc Sébastien Lecorfeg, web entrepreneur et expert en réseaux sociaux, notamment créateur, amorceur de copaindavant.com. Donc c'est 12 à 13 millions du coup de membres. Également créateur de roulermalin.com, qui est une plateforme de covoiturage qui a du coup pour clients une dizaine de conseils généraux, Suez, Areva, Veolia, tout ça part de Brest, ça s'entend je pense à ma voix. iCodes.com du coup qui est une solution donc de code 2D. On est certainement là à l'heure actuelle les plus gros générateurs de code 2D en France. On est arrivé à 170 000 notamment grâce à l'immobilier. Cocoonum.com donc qui est un réseau social aussi donc d'immobilier d'immobilier en France. Et donc j'ai également une structure donc Evernet.fr qui est donc une web agency, notamment dans le coin qui a développé le site internet donc des Vieilles Charrues. Et donc du coup aussi ancien collaborateur du Benchmark Group qui est plus connu pour les sites internet donc du Journal du Net et de l'internaute.com. Donc rentrons du coup dans le vif du sujet. J'ai fait un constat donc de l'internet breton. À ce jour, il n'y a pas réellement de start-up bretonnes qui ont vraiment cartonné, hormis peut-être Région de Job avec donc du coup l'impulsion du Telegram. Pourtant, c'est vrai qu'il y a de nombreux acteurs Internet et un tissu économique de qualité. Il y a des web entrepreneurs donc regroupés dans les Open Coffee, des agences Internet, des développeurs freelance, des web designers. Il y a des agences de web marketing, de relations presse, de communication, des étudiants, donc ingénieurs, ESC, des médias de masse aussi comme le Télégramme, Ouest France, TBO, des structures publiques. Il y a vraiment donc un tissu économique de qualité. Donc, ajouté à ce tissu économique, j'ai réfléchi pourquoi moi ainsi que mes amis web entrepreneurs ont des difficultés du coup pour arriver du coup à une masse critique suffisante. Et je me suis dit mais pourquoi ne pas utiliser au final la diaspora bretonne. La diaspora bretonne, c'est la plus importante de France. C'est 5 à 6 millions donc, de personnes à travers le monde, parmi les premières d'Europe. Il y a des Bretons, du coup, à tout niveau de la société. Et je me suis dit que ça allait être vraiment, au final, le levier pour faire décoller tout type de projet Internet. Donc, concrètement, le projet, du coup, Diaspora Box, qu'est-ce que c'est ? L'idée que j'ai, c'est de lancer 10 nouveaux sites Internet d'envergure mondiale sur une période d'1 an avec les acteurs de l'Internet breton en les faisant connaître grâce à la diaspora bretonne. Voilà l'accroche donc de ce projet-là. Du coup, votre place, donc je profite de ce public, j'ai déjà présenté un tout petit peu à Nantes ce projet. Votre place du coup dans ce projet. Donc c'est l'appel du 1er juillet entre guillemets. C'est donc dans les 10 projets qui sont présentés donc dans Diaspora Box que vous pourrez donc tout à l'heure découvrir. Si vous croyez dans un des projets, vous allez pouvoir donc le financer en achetant du coup des parts du projet. Donc dans chaque projet, il y aura donc 2500 parts de 10 €. Et du coup, c'est ce qu'on appelle du crowdfunding, c'est du financement participatif de masse. Donc premier point, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, si dans la salle, il y a donc des acteurs de l'Internet, des développeurs, des web designers, des agences web, je vous propose du coup de rejoindre cette dynamique afin donc de créer les projets et de les viraliser en échange du coup de parts. Ensuite, dernier point, si jamais vous avez donc une idée de site internet, venez la proposer et du coup vous allez pouvoir donc bénéficier donc du concept Diaspora Box d'experts internet. Donc il y a moi, d'autres web entrepreneurs, peut-être à terme donc un ancien de Google également. Du coup profiter aussi donc des internautes contributeurs financeurs. Donc c'est le premier point. Donc de nos développeurs et du coup de la diaspora aussi. Donc les objectifs et les perspectives du coup de ce projet, c'est peut-être une Silicon Valley en devenir. C'est créer donc du coup les succès Internet de demain, créer une véritable filière Internet bretonne et du coup fédérer les acteurs de la diaspora bretonne. Et à terme, peut-être cet outil pourrait servir également à l'économie plus traditionnelle. Là, c'est vrai que les 10 projets sont dans la dynamique Internet, mais pourquoi pas dans du traditionnel. Du coup, Diaspora Box en image, voilà la page d'accueil. Il y a un élément central lorsque vous vous connecterez donc sur le site internet
qui est du coup un slide donc, qui présente certes le projet Diaspora Box, mais qui du coup aussi fait défiler les 10 autres projets donc, de la saison 2010. Donc dans les 10 projets, il y a des concepts autour de l'e-réputation, du développement durable, donc Green IT, des monnaies libres, des franchises pour les acteurs de l'Internet, de la rencontre autour donc de la diaspora forcément, autour de la publicité et la mobilité, autour des conso-acteurs, donc c'est vraiment très, très varié. Donc par exemple, il y a un des sujets qui est peut-être le plus simple à comprendre, c'est la création du premier réseau social dédié au nautisme et à la plaisance, avec un réel du coup modèle économique sur des services premium, annuaires payants, publicité. Donc voilà, si on clique dessus, voilà une fiche descriptive. Vous allez donc pouvoir prendre, si vous le souhaitez, donc des parts donc de 10 €. Il en a 2500. Et si jamais on voit au final que ce projet-là, certes, peut-être il pouvait plaire au noyau dur de Diaspora Box, mais si personne ne prend des parts, ça va nous permettre de savoir du coup que le projet, au final, n'est pas viable pour le grand public. Donc c'est vraiment un bon outil. Donc on va pouvoir faire des commentaires aussi afin de faire mûrir les projets. Donc voilà, le site logiquement va être lancé début septembre. Il est déjà ouvert. Je laisse du coup le site ouvert pendant 3 jours. Profitez-en pour aller voir ce que sera le réel site en septembre. Donc voilà pour Diaspora Box. Merci. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui alors je cherche du coup à rencontrer la diaspora bretonne entre autres et voir du coup si ce concept est légitime et si c'est pas utopique d'avoir mis tout ça en place. Je pense réellement que on peut fédérer et lancer vraiment des succès Internet en Bretagne. Merci beaucoup. Alors il y en a qui aiment tellement le carrefour des possibles, un peu comme Sébastien, qui reviennent plusieurs fois. Donc je vais demander à Richard Delogu de venir au pupitre. Merci Richard. Il va nous présenter une innovation, cette fois-ci, on est moins dans le domaine économique, mais plus dans le domaine public et de la formation. On a perdu notre opérateur. Voilà, c'est bon. Le Jardin des Savoirs de Richard Delogu. Bonsoir à tous. Je voudrais tout de suite commencer par inviter Norbert Friand avec moi, puisqu'il s'agit d'un projet conjoint de l'association Bug que je représente, puisque je la dirige depuis 10 ans, et de Rennes Métropole. Merci Norbert. Bien, alors, le Jardin des Savoirs, on reste dans la métaphore naturelle, puisque l'association Bug est également à l'origine du réseau social La Ruche, qui est un réseau social local à Rennes. Et donc, Norbert et Rennes Métropole nous ont confié la lourde tâche de travailler sur le e-portfolio, qui est un concept un peu compliqué à expliquer, surtout en 6 minutes. Mais toutefois, l'enjeu, c'était de représenter sur le territoire de Rennes Métropole l'offre de formation, à la fois formation initiale, également formation continue. Alors, il y avait 2 possibilités. Ou nous faisions un portail, je dirais, classique, avec donc une mutualisation des bases de données qui permettent d'accéder à cette offre de formation, ou bien nous avions une autre approche qui était celle de l'association Bug, c'est-à-dire de proposer un réseau social, c'est-à-dire une approche de réseau social pour inciter les personnes à s'inscrire et puis ensuite mutualiser les données, les exploiter d'une autre manière et donc dégager des besoins de formation sur le territoire. Première étape, donc ça c'est la page de présentation pour le moment de la bêta privée, j'insiste bien là-dessus puisque le projet est ouvert, le site est ouvert depuis 1 mois environ, sur une bêta privée dont je pourrais vous donner l'URL d'ailleurs tout à l'heure après le carrefour des possibles. Et donc cette première approche, elle vise à s'inscrire tout bêtement et à développer une page personnelle. Une page personnelle qui se présente un peu à l'instar de ce qui est proposé par Facebook et d'autres réseaux sociaux. Donc un profil dans lequel on va pouvoir exposer son parcours de formation initiale, mais également de formation continue. On va pouvoir parler également de ses expériences professionnelles, mais pas seulement. On va pouvoir valoriser aussi des expériences associatives qu'on ne valorise pas forcément dans un CV, puisque vous savez que dans un CV, c'est un cadre très strict qui ne permet pas d'exploiter parfois d'autres expériences. On va pouvoir également indiquer quels sont les savoir-faire et les compétences qu'on a acquis au cours de son existence, puisque c'est issu du programme de travail, la formation tout au long de la vie. Et donc, de manière extrêmement simple, comme vous pouvez le constater, vous avez un titre, une description, une date de début, une date de fin et un scoring. Alors, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Le scoring, en fait, permet d'indiquer l'intérêt que vous avez porté à cette expérience
mais peut-être aussi une auto-évaluation en quelque sorte. C'est-à-dire que pour le moment, ce scoring n'est pas tout à fait affecté. Et c'est en cela que cet outil est encore en cours de développement, et c'est en cela aussi que nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi pour recueillir vos avis et vous proposer de vous y inscrire comme bêta-testeur. Concrètement, qu'est-ce que ça produit ? Tout en bas de votre profil, une fois que vous avez rempli l'intégralité des mentions, vous pouvez appuyer sur un bouton et éditer un chronogramme, une espèce de timeline, excuse my French, et donc qui permet de valoriser l'intégralité des expériences que vous avez remplies dans votre profil. Donc à la fois des expériences professionnelles, des expériences bénévoles, et puis également sur le même document des expériences de loisirs ou des passions et des centres d'intérêt. Alors c'est mon profil, hein, je vous le dis, puisque c'est le seul auquel j'ai accès pour le moment. Et donc ce document, vous pouvez l'éditer, vous pouvez l'imprimer, et vous pouvez l'envoyer éventuellement à des employeurs en complément d'un CV traditionnel. Deuxième schéma, compilé à partir des savoir-faire et des compétences que vous avez indiquées dans votre profil, l'histogramme qui permet de schématiser l'ensemble des compétences et des savoir-faire. Une fois que ces profils sont agrégés, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que là, il s'agit d'une maquette en revanche. Cette partie n'est pas encore ouverte, elle va bientôt être ouverte. On a également un porte-document qui permet d'appuyer, éventuellement par des liens ou des documents externes, les mentions que vous avez indiquées dans votre profil personnel. Et donc ensuite, ces données sont agrégées dans une base de données qui permet de détecter, à partir de mots-clés, mais aussi des items que vous avez rentrés dans votre profil, l'ensemble des compétences, des savoir-faire, et ça permet de les recenser sur le territoire et de surtout, à l'issue de cette opération, de les mettre en lien avec l'offre de formation qui existe sur le territoire justement, de repérer également les demandes de formation qui pourraient nous être envoyées par les membres du Jardin des Savoirs, et d'organiser sur le terrain, et là j'insiste bien là-dessus parce que c'est un outil qui, à l'instar de la ruche, nécessite à tout prix une animation sur le terrain, c'est-à-dire que le virtuel n'est pas suffisant, et donc d'organiser des échanges de savoir en s'appuyant sur ces données qui vont être agrégées de cette manière. Alors, un aspect intéressant, c'est que nous avons des partenaires dans ce projet. Évidemment, Rennes Métropole est le premier de ces partenaires, et c'est vrai que Norbert et moi avons énormément travaillé sur ce dossier depuis 2006, Norbert, c'est ça ? Puisque le premier groupe de travail FTLV a eu lieu en 2006, donc vous voyez, c'est quand même 4 ans de boulot. Et donc, nous avons des partenaires qui sont le GREF, l'ONICEP, l'Université de Rennes. Et donc, on va pouvoir, je pense, à l'issue de cette phase de bêta-test et d'enrichissement par rapport à vos participations, à ceux qui sont inscrits, mettre en lien ces données agrégées avec une offre de formation qui pourrait être directement dirigée vers les personnes qui en ont le plus besoin. Voilà. Il me reste 20 secondes. Pour simplement vous inciter à venir me voir tout à l'heure. Je pourrais vous donner l'URL et donc vous pourrez vous y inscrire, même si vous n'êtes pas rennais, de manière à nous faire part de vos remarques à ce sujet. Ça, c'est de la gestion du temps, ça. Hein. Alors, Norbert et Richard, que recherchez-vous avant de partir ? Je viens de le dire, en fait, on cherche surtout des retours d'expérience, c'est-à-dire des bêta-testeurs. Merci. Alors on va quitter provisoirement le Jardin des Savoirs pour un autre type de savoir, c'est du savoir-être, puisqu'on va s'intéresser à la relation entre les générations, et particulièrement la relation mobile entre les générations. Il s'agit du projet Aliacom que va nous présenter, alors non pas Michel Lostis, voilà, qui n'a pas pu être là, mais Alexandre Delattre. Donc bonsoir à tous. Donc je vais vous parler des projets portés par Aliacom. Donc Aliacom, c'est une jeune start-up lanyonaise qui se donnait pour objectif d'utiliser les TIC, les technologies du web et de la mobilité, pour améliorer la qualité de vie des personnes fragilisées et voulant garder leur mobilité. On a fait un constat, à l'heure actuelle, constat démographique. Donc, on sait tous que le vieillissement de la population est une réalité. Et on voit aussi qu'il y a un accroissement fort des maladies chroniques. Et on a regardé ce qu'il existait à l'heure actuelle
pour pouvoir agir contre ces maladies. Et on voit qu'on a un modèle assez centré sur les services médicaux et pas du tout centré sur la personne. Et on est en fait relativement... Alors on est réactif au problème. C'est lorsque vraiment, quelque chose de grave qui se passe qu'on va être en mesure d'agir. Et avec Aliacom, ce qu'on veut pour le futur, c'est avoir un modèle proactif, un modèle qui soit centré sur la personne et sa qualité de vie. Et de pouvoir anticiper des problèmes, faire des diagnostics précoces par télémétrie, et aussi, pour ces maladies chroniques à long terme, avoir un moyen systématique de les suivre. Pour arriver à cela, en fait, à Aliacom, nous voulons proposer tout un continuum de services complémentaires qui partent de la personne elle-même. Et donc, Aliacom va faire le lien entre cette personne, son réseau social, son réseau familial, le réseau des professionnels de la santé, donc le réseau des aidants, donc, qui peuvent être à la fois la famille ou des professionnels de la santé. Donc, les offres qu'on propose, et je vais vous présenter maintenant 2 cas d'utilisation qui sont développés par Aliacom, donc permettent d'améliorer la qualité de vie des personnes. Donc, un premier système qu'on propose, c'est un système d'alerte géolocalisé. En fait, on s'est dit, il y a un certain nombre de personnes, notamment âgées, qui aimeraient bien garder leur autonomie, mais qui ne peuvent pas toujours le faire sereinement et qui sont obligées d'être soit en maison de retraite ou sont obligées de rester chez elles. Nous, ce qu'on propose, c'est via un smartphone, notamment un smartphone Android, qui est un objet valorisant, donc que ce soit pour un jeune ou une personne âgée, donc d'avoir un système d'alerte, et lorsque je suis en détresse, j'appuie sur le bouton, et en très peu de temps, je vais être localisé, et mes proches ou des téléassisteurs professionnels vont être informés par tous les moyens que l'on dispose aujourd'hui, donc que ce soit par SMS, par mail. Donc avec ça, on peut avoir une position GPS. Une des forces de notre système, c'est de pouvoir aussi marcher en intérieur. Donc, il existe en fait des systèmes classiques d'alerte, mais ceux-ci en fait ne vont marcher par exemple qu'à domicile. Nous, on a quelque chose. La personne a le téléphone dans sa poche, ça a marché aussi bien chez elle que lorsqu'elle va sortir se promener. Donc, au niveau du suivi des alertes, on va proposer différentes choses. Donc, soit ce sont les proches de la personne qui vont directement intervenir sur le lieu de l'alerte. Soit, dans d'autres cas, on préférera que ce soit un organisme de téléassistance professionnelle. Donc voici l'un des usages rendus possibles par Aliacom. Donc, pour ce qui concerne en fait le traitement et le suivi des maladies chroniques, et le suivi de la santé en général, donc nous vous proposez le modèle suivant. D'une part, la personne à son domicile dispose de différents capteurs, que ce soit un tensiomètre, oxymètre, donc des capteurs qui vont nous donner des données brutes sur la santé. Et toujours grâce au smartphone, ces données brutes vont être transmises à notre architecture cloud. Et c'est dans cette architecture où on va essayer de prendre des décisions, détecter des anomalies par rapport au profil de la personne, comparer par rapport à d'autres profils types, pour pouvoir informer le réseau social et le réseau des professionnels de santé d'éventuelles anomalies ou des suggestions qui pourraient être faites. J'étais un peu vite. Donc on va revenir là-dessus. Donc, à l'heure actuelle, pour ce deuxième service-là, nous recherchons des partenaires, que ce soit experts de la santé, experts de l'ergonomie, experts de la gérontologie, pour venir nous accompagner et participer donc dans cette chaîne de traitement Aliacom. Perdu. J'allais donc vous poser la question justement, quels sont aujourd'hui qu'est-ce que vous recherchez comme type de partenaire, qu'est-ce que peut vous apporter le public des Carrefour, peut-être aller voir la démo sur le stand. Pardon ? Allez voir votre démo. Oui, il y aura une démo au stand, j'ai oublié de le préciser.
Mais c'était évident. D'accord. Ok, on peut l'applaudir, effectivement. Merci beaucoup. Alors, on va passer, je vais appeler maintenant Tiffaine Lemaguet, voilà, au pupitre, qui va nous présenter le personal shopper quand la mode rencontre le virtuel. Donc, bonsoir à tous, donc, je m'appelle Tiffaine Lemaguet, je travaille sur un projet baptisé le personal shopper. Sur ce projet, je travaille avec deux autres partenaires qui sont Dominique de Prémorel de Gulfstream Informatique, qui est spécialiste des architectures de bases de données, et Daniela Boulanger de Première Impression, qui est conseillère en images. Alors, le personal shopper, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une cabine d'essayage virtuelle, parce que appliquée au web, et intelligente, et c'est là son innovation. Elle est intelligente parce que elle propose aux internautes, à partir d'un catalogue de vêtements donnés, des vêtements qui sont adaptés à leur morphologie. Donc, alors concrètement, comment ça se passe ? Alors, tout d'abord, on va prendre un usage concret. On va prendre le persona de Marie. Donc, Marie va tout d'abord renseigner son profil, donc la couleur de ses cheveux, de ses yeux, sa taille, sa silhouette. Ensuite, elle va renseigner ses critères de sélection, ses critères de choix. Donc, par exemple, là, Marie souhaite comme produit une robe longue pour l'été, dans un style naturel, pour une occasion particulière, à savoir un mariage, et elle a un budget de 130 €. Donc alors, le personal shopper va mouliner toutes ces données et aller chercher dans le catalogue de la base de données de vêtements les vêtements qui correspondent à la demande de Marie. Donc le personal shopper en a trouvé deux, donc qui correspondent à sa morphologie et à sa demande. Donc des robes qui correspondent, puisqu'elle a une poitrine menue, et puis des hanches larges qui avec une taille haute, et puis des couleurs assez vives pour mettre en valeur son tamat. Ensuite, Marie sélectionne l'un ou l'autre de ses produits et, le cas échéant, le valide dans son panier. Alors, les bénéfices utilisateurs, on aura deux types d'utilisateurs. Tout d'abord, les internautes qui vont acheter, et ensuite les professionnels du e-commerce de l'habillement. Donc, alors, tout d'abord, du côté des utilisateurs, donc Marie, en l'occurrence, l'internaute, utilise un moteur de recherche intuitif qui la reconnaît. C'est vrai que l'immatérialité de la relation entre le consommateur et le e-marchand n'engage pas forcément la proximité, donc cet outil pourrait pallier cette problématique en créant plus de liens entre le e-marchand et le consommateur. Avec ses conseils, Marie fait les bons choix. Il faut savoir que selon une étude qu'on a menée, 67% des internautes n'achètent pas ou peu sur Internet car ils n'ont pas la possibilité d'essayer. Donc grâce à ce conseil, ça rassure le consommateur, donc il va acheter. Le personal shopper tient compte de la morphologie de la personne. Donc ça permet aussi de véhiculer un message valorisant pour les personnes quand certaines personnes n'entrent pas dans les formats standards. Et le personal shopper permet aussi de gagner du temps dans les achats quand on sait que le gain de temps est un des principaux moteurs des internautes pour acheter sur Internet des vêtements. Ensuite, les bénéfices utilisateurs du côté des e-commerçants. Donc, tout d'abord, favoriser le feedback des internautes. Le personal shopper peut agir comme un tiers un peu impartial entre le e-marchand et l'utilisateur qui libère un peu plus sa parole et se permet de faire plus de commentaires. Deuxième bénéfice, l'économie sur les retours produits. Donc, comme dans la mesure où l'utilisateur a fait un achat plus assuré qui est plus conforme à ses besoins, il y aura des économies sur les transports avec le carburant, sur les matériaux de reconditionnement et aussi un impact écologique un peu moins important. La réduction des paniers d'achat également. 49% aujourd'hui des paniers d'achat sont abandonnés. Donc on peut penser que via le conseil fourni par le personal shopper, l'utilisateur est rassuré et donc va jusqu'au bout du tunnel d'achat. Et enfin, une augmentation, on peut espérer une augmentation des ventes sur Internet puisque le personal shopper est un outil marketing. L'originalité du personal shopper, donc il y a déjà des outils qui existent, un virtual model au Canada, VB2S en Belgique, et la Redoute a également fait une expérience
de cabines d'essayage virtuelles, mais ces outils ont leurs limites. C'est notamment le copier-coller des vêtements. En fait, le vêtement va toujours, puisqu'il s'agit d'un copier-coller. Au mieux, on peut apprécier l'harmonie des couleurs et le look. Il n'y a pas de moteur intuitif, donc le consommateur ne s'y retrouve pas. Il n'y a pas de conseils instantanés qui sont personnalisés. Il peut y avoir éventuellement des téléconseillères, mais ça demande un laps de temps de traitement. Par contre, ici, je ne sais pas, c'est pas la bonne version du... J'avais fait une modification sur l'autre. Voilà. Bon, je vais vous du coup, ça a disparu. Donc, nos contraintes à nous, c'est la subjectivité du conseil. Donc, c'est vrai que donc c'est pour ça qu'on va utiliser la logique floue. Ça veut dire qu'il y a des conseils qui peuvent être blancs ou noirs, mais autour de ce blanc et de ce noir, il y a des zones de gris. Donc, on utilise ce genre de concept. Et il y a aussi la protection de l'identité numérique, parce qu'on aura accès quand même à des choses assez privées sur la vie des gens. Donc, avoir des messages rassurants auprès de l'utilisateur et savoir si on utilise un identifiant, s'il y aura l'identité réelle qui sera donnée par l'utilisateur. Tout ça, c'est des questions à travailler. Alors, la valeur ajoutée du personal shopper, c'est vraiment d'intégrer ces trois composantes, à savoir un système expert de conseil en images et le moteur d'évaluation multicritères, qui sont vraiment la pierre angulaire du système, puisque c'est ce système qui permet de donner un conseil à la personne de manière instantanée et automatique, et une visualisation 3D. Ça, c'est pour l'aspect visuel, pour que ce soit joli, sympa, ludique à utiliser. Voilà. Merci beaucoup. Que recherchez-vous ? Alors, à ce jour, le personal shopper est à l'état de concept, donc on cherche des financements. Et pour l'instant, à l'état de concept, on va faire le prototype. Donc, on travaille avec 2 laboratoires de recherche aussi, qui sont les STIC de l'UBS pour les comportements internautes et tout ce qui est innovation marketing, et avec l'INRIA de Rennes pour tout ce qui concerne l'automatisation 2D, 3D, le système expert avec la logique floue. Et donc aussi de la mise en relation avec des e-commerçants de l'habillement pour avoir leur retour sur ce type d'outils et pour travailler ensemble avec une base catalogue suffisamment enrichie. Merci Tiffaine.